Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Long Street Attacks publié par Revolution Games en 2018. Dans ce vidéo, nous allons explorer la Cheat Cup et son contenu. Alors c'est un jeu, comme je disais, de type cheat pool. Alors regardons le genre de cheats qui sont mis dans la fameuse cup. Tout d'abord, il y a, c'est ce qui compose la majorité de la cup, là, ouais, si on veut, là, en tout cas, c'est ce qui est le plus important, là. Mais des généraux vont être mis dans la COP, là. Des généraux ou des divisions, là. Dans le fond, là, chaque général commandait une division, puis cette division-là était composée de plusieurs brigades, et chaque brigade contient plusieurs unités, là, pour qu'on comprenne la hiérarchie un petit peu, là. Mais on finit par les appeler des généraux parce qu'il y a leur photo, puis on s'attache ou on n'en vient qu'à les haïr, dépendamment dans quel camp on est. Donc, c'est pas tous les généraux qui vont être dans la COP au début, là. Il y a vraiment, puis même là, j'en ai sorti plusieurs, là. Mais normalement, on va y revenir, là, peut-être à la fin de la playlist, là. Mais dans la campagne, là, vous avez un ordre, là, surtout l'Union, en fait, là. Il y a beaucoup de généraux qui arrivent sur le tard. L'Union a été pris par surprise pas mal par cette bataille-là, là. Fait qu'il y a du monde qui arrive sur le tard pas mal. Fait que c'est pas tout ce beau monde-là qui est dans la COP au départ, là. Mais bref, il va toujours y avoir dans un tour là, une coupe de généraux à piger. Puis bon, ça, on va détailler dans la prochaine vidéo là, qu'est-ce qui arrive vraiment là, quand on pige un général. Mais pour l'instant, je veux juste attirer votre attention sur l'unique chiffre qu'on voit en bas à droite. C'est un peu, là, je ne me rappelle pas comment ils appellent ça, le command rating d'un général, là. Bref, c'est son habileté générale à commander des troupes, là. Fait que, on voit déjà le contraste entre les généraux de l'Union puis les généraux rebelles, si on veut, là. Fait que l'Union, là, ça va jouer entre 2 et 3, là. Puis dans le cas des rebelles, on voit deux chiffres ici, là. Ça dépend du scénario. Dans les scénarios courts, souvent, c'est le gros chiffre qui va être utilisé. Mais dans la campagne, c'est le petit chiffre en bas à droite qui est utilisé. Donc Hood et McLaws ont un command, mettons, de 4, puis Anderson a un command de 3. Puis ça, n'ajustez pas votre appareil, là, ce sont les trois seuls généraux rebelles. L'Union, je pense en tout, à la fin, là, je pense qu'on est proche de 10, là. Le 4 là, 5, ouais, il y en a une dizaine. Mais au niveau des rebelles, là, il y en a 3 et seulement 3 là. Hood est là au début, McLaws arrive genre au tour 4, puis Anderson arrive, je pense, au tour 8. Puis après ça, that's it, là. Puis chaque général rebelle commande 4 brigades, tandis qu'au niveau de l'Union, là, c'est un petit peu plus le zoo, là. C'est un peu le bordel, en tout cas, sont toutes listées ici, là. Fait que quand on va rentrer dans les détails, mais en gros, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, quand on tire un général, là, vous allez comprendre l'importance en esti de ce chiffre-là. Quand on pige un général, on brasse un dé. Et il faut essayer de brasser égal ou inférieur à son rating de commande. OK? Alors évidemment, plus le rating de commande est haut, mieux c'est. Plus il est bas, plus vous allez sacrer. Alors dans le cas de Barnes et Bernie, là, vous avez très peu de chances que ça marche, là. Vous avez une chance sur trois que ça marche, deux chances sur trois que ça chie. Puis même les meilleurs généraux de l'Union, là, vous avez 50% de chances que ça chie, là. Fait qu'on lance un dé, soit pas égal ou inférieur, c'est parfait, là. Le général va pouvoir activer une brigade qui est sous son commandement, puis il va vraiment pouvoir donner un ordre précis à cette brigade-là, puis cette brigade-là va obtempérer, va coopérer. Si vous manquez le rôle, le général est quand même obligé d'activer une de ses brigades. Par contre, elle va juste pouvoir tirer. Elle ne pourra même pas se déplacer. Elle peut juste rester sur place puis tirer. Fait que dans certains cas, là, c'est majeur en hostie, surtout pour des généraux qui arrivent en renfort. Tu sais, par exemple, là, si je dis n'importe quoi, là, ben, tu sais, si le général est supposé d'arriver par cette route-là, puis de venir prêter bien forte, là, ben, si vous manquez le rôle, c'est pas d'avance, là, l'unité reste là, puis elle peut tirer, ben, il n'y a rien à proximité. Quand on est rendu collé, c'est pas si pire que ça, là, c'est pas un total gaspillage. Les unités de la brigade peuvent quand même tirer puis faire un peu de dommages. Mais généralement, on veut réussir pour être capable d'avoir la totalité des options, de tirer, se déplacer, se rallier. Là. En tout cas, on va voir les différents ordres qu'on peut donner à une brigade dans le prochain vidéo. Fait que 2, 3 puis 4, là, comme je disais, ça fait une grosse différence par rapport à ça, là.
Fait que je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Comme je dis, on va voir les détails. Tout ça pour dire que, bon, une fois qu'une brigade est activée, là, c'est à ça que servent ces petits tokens-là ici. Là, mettons que Bernie réussit ou non à activer une de ces trois brigades, là, Ward, De Trop-Brillant et Graham. Mettons qu'il active Graham, ben, vous allez venir ici me mettre comme quoi il est activé. Et étant donné qu'il reste des brigades sous la commande de Bernie, vous allez remettre Bernie dans la COP. Alors, le général retourne dans la COP tant qu'il lui reste au moins une brigade à activer. Il retourne dans la COP, puis là, vous rebrassez, puis là, vous pourriez repiger encore Bernie, ou vous pourriez repiger un autre général, ou même un autre des cossins qui se trouve dans la COP. C'est pour ça que je disais que les généraux les tirent souvent. Là. La majorité d'entre eux ont trois ou quatre brigades sous leur commande. Là. Fait que chaque général va être tiré trois, quatre fois dans le tour, mais dans quel ordre, c'est ça qui est la beauté. Et va-t-il pouvoir activer efficacement ses brigades? Ça, c'est l'autre beauté de la chose. Vraiment fascinant comme système. Ensuite, vous avez les deux, ce que le jeu appelle l'acronyme le CIC, le Commander in Chief, donc le commandant en chef des armées. On a le Sickles pour l'Union. Et on a Longstreet, d'où est tiré le dos du jeu. Nous avons Longstreet du côté rebelle. La particularité de ces deux cheats-là par rapport à des généraux normaux, euh, ils peuvent être joués au moment où ils sont pigés, mais ils peuvent aussi être gardés en main. Là, quand on dit en main, là, on s'entend, c'est un cheat. Là, typiquement, on va le mettre devant soi pour dire, tu sais, je viens de piger Longstreet, mais c'est quoi, je vais attendre avant de l'activer pour voir comment la situation se développe. Pourquoi vous voudriez faire ça? Ben, c'est important en crise parce que le Commander in Chief vous permet d'activer n'importe quelle brigade. Donc, évidemment, là, au niveau de la hiérarchie, c'est la personne au top. Il vous permet d'activer n'importe quelle brigade, incluant, et c'est ça qui est hot, incluant une brigade qui a déjà été activée ce tour-là. Alors, normalement, les brigades sont activées une seule fois par tour, puis après ça, là, comme j'ai montré, là, on les flippe on les flippe sur leur côté activé, là. Mais le commandant en chef est une exception à ça. Il peut activer une brigade qui a déjà été activée. Et même s'il active une brigade qui n'a pas déjà été activée, vous n'allez pas la flipper. Alors, elle va pouvoir être activée là, par les voies naturelles, par son général, quand il va être pigé de la COP. Fait que c'est fort en crise. Fait que ça, de piger ça, là, puis là, comme je dis, vous pouvez le jouer tout de suite ou vous pouvez le garder. Longstreet, encore là, il y a un décalage de compétences, si on veut. Longstreet, c'est un succès automatique, ce principe d'activation-là. Là. Au moment où vous jouez Longstreet vraiment comme rebelle, vous choisissez n'importe quelle brigade, c'est automatique. Vous lui assignez un ordre, puis let's go, on y va. Alors que Sickles, et ça, vous le saurez jamais, puis euh, vous allez stresser avec ça, là, mais Sickles, là, son truc est successful seulement, vous allez lancer un dé successful seulement sur un 1 à 4. Alors, si vous roulez 5 ou 6 avec Sickles, disons que ce tour-là, lui-même est victime un peu là, d'incompétence ou d'hésitation ou peu importe. Fait que vous n'avez pas besoin, puis là, vous choisissez. Fait que là, l'idée d'attendre, c'est surtout le fait qu'on puisse activer une brigade en double. C'est que des fois, vous allez dire, c'est quoi, je vais attendre de voir si cette brigade-là réussit à se rapprocher par les voies naturelles, puis faire le ménage un petit peu. Puis si oui, je vais peut-être la réactiver tout de suite après avec Longstreet, avant que mon adversaire ait le temps de réagir, là. Fait que ça vous permet aussi, des fois, là, vu que vous le gardez en main, de vous assurer d'avoir deux activations consécutives avec la même brigade. C'est fort en crise. Euh, Fait que chaque camp en a un, mais le niveau d'efficacité n'est pas le même. L'autre chose que vous allez retrouver à profusion dans la COP, c'est ce qu'on appelle là, des événements. Fait que je les ai pas toutes mis, là. Il y en a un petit paquet, là. Si je vous montre ça ici, là, il y en a vraiment beaucoup, là. Ils ne seront pas tous dans la COP. Ce qui arrive, c'est qu'au début du tour, encore là, il y a un petit avantage rebelle. Le rebelle choisit deux événements de son choix qui vont aller dans la COP, tandis que l'Union choisit un événement de son choix qui va aller dans la COP. Et après ça, les deux camps le brassent face down les cheats qui restent. Puis les deux camps vont choisir quatre événements aléatoires de leur camp qui vont crisser dans la COP. Fait que vous aurez compris qu'au final, les rebelles ont six événements dans la COP, dont deux qu'ils ont choisis. Et l'Union a cinq événements dans la COP, dont un qu'ils ont choisi. Ça fait quand même une grosse différence. Fait qu'on se retrouve au total avec 11 cheats d'événements dans la COP. Fait que souvent, on va en piger.
Les événements, on en fera la revue plus tard. Le jeu vient avec un player aid qui explique chacun des événements. Là, évidemment, il n'y a pas grand-chose, ça cheat, là. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Il faut se référer à un player aid qui vient avec le jeu. Puis, il y a des événements de type Play Immediately, là, que dès que vous pigez l'événement, veut pas, là, vous êtes obligé de le jouer tout de suite. Puis il y a des événements, encore là, même principe que le commandant en chef que vous pouvez garder devant vous, puis que vous allez pouvoir jouer là, à ce moment-là plus tard. Fait que toutes ces affaires-là que vous gardez en main, là, comme le commandant en chef puis les événements là, que vous gardez devant vous, là, vous avez l'opportunité de les jouer là, à chaque fois qu'on arrive pour piger dans la COP. Fait qu'en théorie, avant de trop s'exciter, puis de retourner dans la COP, surtout en face à face parce que ça va vite, là, je pense que c'est l'Union en premier, suivi des rebelles. Là. On demande à l'Union, est-ce que tu veux jouer certaines des cheats que tu as dans ta main? Oui ou non. Puis après ça, les rebelles, veux-tu jouer certaines des cheats que tu as dans ta main? Oui ou non. Puis si dans les deux cas, la réponse c'est non, ben là, on s'en va piger dans la COP. Là. Généralement, c'est assez. On vient qu'on connaît les événements puis tout ça, là, puis on a une petite idée du timing que notre adversaire veut les jouer. Là. Mais la bonne étiquette, c'est ça. À chaque fois qu'on retourne dans la COP, on demande d'abord si quelqu'un veut jouer quelque chose. Fait que les événements, évidemment, ajoutent énormément de variété, de chaos, là, comme je dis, lesquels vous choisissez ou lequel vous choisissez dans le cas de l'Union. Puis là, les autres, qu'est-ce qui va se retrouver dans la COP, vous ne le savez même pas, dans quel ordre vous allez les piger. Et oh my God, là, tu sais, c'est une COP qui est riche, pleine de généraux, certains compétents, d'autres non, les commandants en chef, les événements. Et pour finir le plat, comme on dit en bon québécois, là, trois cheats extrêmement intéressantes aussi s'en vont dans la COP systématiquement. Alors, Fortunes of War, qui est ici, quand vous tirez cette cheat-là, bon, vous la mettez de côté. Vous allez tirer une autre cheat de la COP et cette cheat-là est annulée. Alors là, ça peut avoir ça peut être anodin comme ça peut être dramatique, là, puis changer complètement le tour. Fait que je vous donne un exemple. Si vous pigez un événement, ben bye bye l'événement. Si vous pigez le commandant en chef, c'est bye bye le commandant en chef pour ce tour-là. Fait que c'est majeur en hostie. Fait que là, même Longstreet, le tout-puissant, s'il est pigé suite à un Fortunes of War, c'est bye bye, tu t'assois pour le tour. Bon, si vous pigez un général, c'est pas si pire que ça, là. Le général doit choisir une de ses brigades qui lui reste et la flipper. Et cette brigade-là ne peut même pas tirer, ne peut absolument rien faire. OK? Fait que quand je dis que c'est moins pire, c'est que les généraux souvent ont 3 4 brigades qui peuvent activer. Là, ça fait quand même mal au cœur, là, puis on a quand même un petit stress à toutes les fois qu'on pige cette calice de cheat-là. Mais elle est dans la COP à tous les tours et elle va faire en sorte qu'on ignore la cheat subséquente qu'on pige. Fog of War est dans la COP à tous les tours aussi. Where is it? Where is it? Ici. Yes. Fait que quand vous pigez le cheat de Fog of War, vous allez lancer un dé. Puis là, je vous le dis tout de suite, là, pair, c'est bon. Le résultat pair, c'est bon pour l'Union, puis un résultat impair, c'est bon pour les rebelles. Alors, il y a les mêmes affaires, là, mais ça dépend si c'est, par exemple, l'Union qui va souffrir de ça ou les rebelles qui vont souffrir de ça. Donc, vous lancez d'abord un dé. Fait que 1 ou 2, c'est Battlefield Chaos, Union rebelle. 3 4, c'est Wayward Move, Union rebelle. Puis 5 à 6, c'est une possible blessure de général, Union rebelle. Fait qu'on on va le faire en ordre, c'est pas très long, là. Battlefield Chaos. Bon, si vous pognez Union Battlefield Chaos, ben là, c'est l'Union qui va souffrir de ça. Alors, les rebelles choisissent un hexagone avec des unités de l'Union, va venir crisser le Fog of War cheat directement sur ces unités-là. Et là, attachez votre tuc, là, toutes ces unités-là ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas tirer, ne peuvent pas être les bénéficiaires d'un événement positif, ne peuvent pas donner de support à des unités adjacentes ou recevoir de support. On va voir c'est quoi plus tard, mais vous aurez compris que c'est bad. En fait, la seule fois qu'ils peuvent tirer quand même, c'est s'ils se font charger en combat rapproché. Là, ils ont le droit de faire du tir défensif, mais même là, ça va être du tir défensif à la moitié de la valeur de leur force. Alors, c'est vraiment une façon de geler un hexagone, là, puis ces gens-là pensent à le souper là, pendant 20 minutes, là, mais sont vraiment, vraiment, vraiment là, pratiquement non opérationnels jusqu'à la fin du tour. Là. Le marqueur reste là, jusqu'à la fin du tour. Advenant qu'ils retraitent suite à un tir ou un combat rapproché, là, même le marqueur les suit. Là. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser, ça leur colle à la peau jusqu'à la fin du tour. Le Wayward Move,
comme son nom l'indique, c'est que vous allez choisir une unité. Donc là, c'est pas un hex, c'est une unité dans un hex de l'Union. Fait que là, si on pogne encore là Wayward Union Move, évidemment, c'est les rebelles qui se payent la traite puis qui vont sélectionner une unité de l'Union. Et ils vont déplacer cette unité-là d'un hexagone dans la direction de leur choix. Ça peut pas, l'unité peut pas aller dans un hex qui causerait là, un excès de stacking. Euh, et l'unité faisant ça, là, dans toute son innocence, faisant ça, peut être victime de ce qu'on appelle dans le jeu là, du tir d'opportunité. C'est-à-dire que s'il y a des unités ennemies qui sont collées dessus, ils vont y tirer dessus. Alors qu'elles se déplacent de manière bizarre comme ça. Là. Fait que ça a l'air de rien, là, mais ça peut être, tu sais, là, comme rebelle, par exemple, vous pognez ça, tu sais, vous pourriez prendre, par exemple, cette unité-là là, qui protège cet hexagone-là là, qui vaut des points de victoire, puis vous pourriez juste la tasser ici, là. T'sais, en admettant que vous êtes rebelle, puis vous êtes déjà rendu ici, là, puis vous êtes prêt à faire l'assaut de cette place-là, là, ben, ça fait une hostie de différence. Là. Vous venez de prendre l'équivalent de 6 points de force, puis de les tasser. Cet hexagone-là va être beaucoup plus facile à prendre. Et mine de rien, et c'est là que l'Union va connaître sa douleur. Là, j'ai fait ça avec Ward, là, mais Ward, c'est une brigade là, qui répond du commandement de Bernie. Là. Bernie le poche, Bernie le pied de céleri qui a juste 2 de valeur de commande. Fait que avant que cette unité-là de Ward puisse remonter sur la côte, là, ça peut être long en crise, là, parce que faut réussir une activation de Bernie, puis c'est pas évident. Donc ça c'est le Wayward Move. Puis le dernier qui reste, c'est la blessure d'un général. Fait que là, quand vous pognez ça, vous allez relancer l'aider cette fois. Puis là, c'est un principe qu'on voit de plus en plus dans les jeux, là, mais que vous allez voir ici. Là. C'est ce qu'on appelle des fois un D66. C'est le principe ici du dé coloré puis du dé blanc. Là. Donc le jeu vient avec un dé rouge puis un dé blanc. Puis quand on voit une nomenclature comme ça là, qui va de 11 à 66, là, essentiellement, ça veut dire qu'on lance ces dés-là ici. Là, puis là, ça va nous donner, on lit les résultats là, vraiment dizaines unités. Là. Fait que par exemple, ce résultat-là, c'est 41. Fait que je m'en viens dans la table ici là, de 35 à 42. Là, ben là, c'est Caldwell qui s'est blessé. On ne peut pas blesser un général qui n'est pas encore arrivé dans la bataille. Là, fait que ceux qui sont encore sur le turn record track là, sont immunisés à ça. Là, Chris ne sont pas arrivés. Là, fait que, à moins qu'ils s'enferment dans le lacet de souliers, là, ils devraient être en sécurité. Là. Mais dès qu'on pogne quelqu'un qui est là, euh, le général est blessé. Alors, ce que ça fait, je vous ai sorti une coupe d'exemples ici, là, c'est que le général est remplacé par quelqu'un à pied levé, là, mais c'est quelqu'un de nécessairement moins compétent. Là. Fait que ben, je vous ai mis un exemple, là, on le voyait pas, là, mais je vais rien que le sortir. Là. Fait que, câlisse, il y a du monde là-dedans. OK. Fait que Iris, je sais pas comment est-ce qu'on le prononçait, là, a 3 de valeur de command, mais si jamais il est blessé, son replacement a 2 de valeur de command. Donc typiquement, là, pour ce général-là, vous allez perdre au change un petit peu pour le restant de la bataille, là, puis vous allez être obligé de souffrir de sa valeur de command baissée. La seule petite bonne nouvelle pour les généraux poches, là, il n'y a pas de généraux qui ont 1 de valeur de command. Là, fait que même si Burney et Barnes sont blessés, là, la différence essentiellement est juste cosmétique. Là. Juste pour raconter l'histoire de la bataille, là, mais le replacement de Bernie et Barnes a aussi 2 de valeur de commande. Les généraux des rebelles, là, c'est triste en hostie. Là. Évidemment, les deux chiffres sont réduits. Là. Puis je rappelle que dans la campagne, on utilise le petit chiffre, fait que McLaws reviendrait à 3. Longstreet, qui lui-même peut être blessé comme commandant en chef, tombe avec lui aussi 1 à 4 pour réussir son activation. Et, je trouve ça fascinant, les beautés de l'époque. Si jamais Sickles est blessé, il est remplacé par Hancock, qui est un meilleur, qui est plus compétent que lui. Alors, si Sickles est blessé, comme Union, c'est quasiment le résultat que vous espérez. Il est remplacé par Hancock, et Hancock, comme Longstreet, a un succès automatique pour activer une brigade. Alors, de se débarrasser de Sickles, curieusement, c'est une bonne chose. Fait que, mais bon, écoute, les chances que ça arrive, là, fait que ne pas oublier, là, où est la table ici? Bon, d'abord, vous devez pogner 5 ou 6 sur le résultat de Fog of War. Ensuite, vous devez brasser un général qui est à l'intérieur de la bataille. Vous ne verrez pas ça là, à tous les tours. C'est quand même quelque chose de relativement rare. L'autre chose que je trouve très intéressant là, au niveau du flavor, c'est que à part quelques petites exceptions, là, si jamais vous roulez le même général, fait que Iris s'est blessé, je sais pas moi, à 4h20,
Puis à 5h40, on repige Fog of War. C'est encore une blessure de général de l'Union. Puis vous repognez Iris. Ben, Iris est de retour. C'est comme si là, il a eu le temps d'être. Je sais pas, là, on y a patché sa blessure ou quelque chose de même. On l'a remis sur son cheval, le petit tape ses fesses, puis let's go. Fait qu'Iris est de retour. Fait que ça représente le fait que thématiquement, il s'est remis de sa blessure, là, puis il est de retour dans l'action. Il y a deux exceptions à ça. Sickles, grâce à vous, grâce à Dieu, Sickles ne peut pas recovery. Fait que si Sickles est blessé, that's it, il est remplacé par Hancock. Là. Je sais pas si thématiquement ils se sont rendus compte, Chris, Hancock est pas mal plus efficace. Fait qu'ils ont dit à Sickles, prends ton temps, repose-toi comme il faut, fais dodo. Puis on va te dire comment que ça l'a fini. Puis il y a une petite particularité aussi, le Hood se blesse sur un 11 à 23. Par contre, Hood va seulement faire un recover sur un 11 à 16. Moi, ça, c'est du petit chrome excessif là, que moi, personnellement, j'aurais dit à Herman Lotman, t'es-tu vraiment sûr qu'on veut mettre cette petite patente-là? Là? Fait qu'essentiellement, ça veut dire que si Hood est blessé, que vous repognez une blessure de général, mais que vous pognez genre 21 avec le rôle, là, ben Hood ne va pas récupérer, même si 21 est à l'intérieur du range qui est ici. Dans ce cas-là, dans le fond, il se passe rien. Et la dernière et non la moindre, c'est A Lull in the Battle. Vous verrez pas ça souvent, if ever. Là, je l'ai amené sur la map, là, mais officiellement, dans la campagne, cette cheat-là arrive en jeu uniquement au tour 12. OK, fait que ça se peut qu'un camp ait concédé avant ça, là, mais la cheat arrive en jeu uniquement au tour 12. Elle n'est pas dans la COP avant ça. À partir du tour 12, la première chose qui est importante à comprendre, c'est que toutes les unités d'artillerie, puis vous n'êtes pas obligé de le faire là, parce que c'est vraiment pour toute la gang, là, mais normalement, vous viendriez mettre des marqueurs là, de manque de munitions, là, de low ammo. Là. Puis comme ça l'indique, on va le voir quand on va parler des Fire Combats. Là. Mais là, les unités d'artillerie sont beaucoup moins efficaces. Là. Ils ont un chiffre de 2 colonnes vers la gauche quand ils tirent. Là. Fait que là, ça représente le fait que ça fait 3-4 heures qu'on se bat, là, puis que là, maintenant, on commence à manquer de poudre, on commence à manquer de tout le kit. Là. Puis ça impacte toutes les artilleries sur le board à partir du tour 12. C'est pas moyen de piger la cheat. À partir du moment où la cheat est mise dans la COP, ça c'est effectif, donc dans le fond pour les 3 derniers tours du jeu. Puis sinon, ça je trouve ça fascinant en esti. Dites-vous que vos derniers tours vont être moins longs, peut-être même crissement moins longs. Et à partir du moment où cette cheat-là est dans la COP, dès qu'on la pige, le tour se termine. Ah, si, là, que là, c'est déjà un jeu extrêmement chaotique, là, mais fait que vous pourriez piger, mettons, deux généraux des rebelles, puis après ça, a lull in the battle, pouf, le tour 12 vient de se finir. On passe au tour 13, on remet le stock dans la cope, puis tout ça. Fait que les tours 12, 13 et 14, vous le savez jamais, ils peuvent se finir n'importe quand. Vous pouvez piger 3 cheats, puis c'est fini. Comme que vous pouvez quasiment vider la cope, puis ça va être fini quasiment comme d'habitude. Fait que vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Là. Encore là, ce que le designer dit, c'est que ça représente le fait, là, pas mal tout le monde est fatigué. Là. Là, puis là, on est là, avec le. Je sais pas trop, là, avec l'épée, là, puis on a le bras mort. Là. Puis là, les combats sont de moins en moins significatifs, là, puis les deux camps ont juste le goût d'aller se reposer. Là. Fait que c'est ce que représente cette cheat-là. Au niveau gameplay, c'est fucké en esti parce que comme je dis, là, ça peut mettre un terme au tour n'importe quand. Là. Fait que, mais c'est uniquement les 3 derniers tours du jeu. Fait que voilà, c'était le tour d'horizon de la Cheat Cup et de ce qu'elle contient. Dans le prochain vidéo, on va regarder plus en détail qu'est-ce qui arrive quand on tire un général puis qu'on réussit ou qu'on échoue à l'activer. Manquez pas ça, à plus.